Mesdames, Messieurs, bonsoir. S'il s'agit d'un rapt d'enfant, je suis pour la peine de mort. L'homme qui a dit cela a enlevé un enfant, il l'a tué. Cet homme, incroyablement cynique, c'est Patrick Henry, et oui, le fameux témoin numéro 1 du rapt du petit Philippe à Troyes. Philippe Bertrand est donc mort, on a retrouvé son corps hier soir dans la chambre d'hôtel de Patrick Henry. Révolte, indignation, les mots ne sont pas assez forts pour qualifier une émotion devant le geste et la personnalité du meurtrier. Un homme qui a pu nous menacer à Antenne 2, nous faire un procès parce que nous salissions son honneur. Un homme qui disait, après avoir été une première fois entendu par les gendarmes, « Je plains sincèrement les parents ». Et puis il y a les questions que l'on pose à la police d'abord. Quand l'enfant est-il mort? Avant la levée du blackout qui a d'abord entouré l'affaire, avant l'intervention maladroite auprès de la cabine téléphonique où l'on avait localisé le ravisseur. Bref, des interrogations normales au terme d'une attente de 3 semaines dramatiques. Et en tout cas pour les enquêteurs, saisis à chaud cette nuit, peu de temps après l'arrestation, il y avait déjà des certitudes et une opinion sur le crime. En fin de soirée, lorsque nous avons appris que son véhicule avait été vu dans la rue de la pension de famille Les Charmilles, nous avons fait une espèce de porte-à-porte chez tous les commerçants pour présenter la photographie de ce personnage. Et c'est le patron de l'hôtel des Charmilles qui nous a dit qu'effectivement, Patrick Henry avait loué chez lui, sous un autre nom d'ailleurs, une chambre depuis le 23 janvier. Et nous sommes montés dans cette chambre, nous avons entendu du bruit, Patrick Henry était là, il a essayé de fuir par la terrasse, par les toits, mais les fonctionnaires qui étaient avec le commissaire Cariven de la PJ de Reims l'ont arrêté et l'ont amené dans la chambre où nous avons découvert sous le lit le cadavre du pauvre Philippe Bertrand. Est-ce que tout cela permet d'assurer qu'il était seul pour ce rapt? Cela ne permet pas d'assurer qu'il était seul. Seule l'instruction et l'enquête complémentaire que nous continuons à faire dès ce soir sans nous arrêter essaiera de le déterminer. Je peux vous dire, moi, personnellement, que je pense qu'il n'était pas accompagné. Lorsque vous êtes entré dans la chambre avec la police, est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Non. J'ai simplement vu les emballages de sacs de couchage qu'il avait acheté pour envelopper l'enfant, c'est tout. Et moi je suis ressorti aussitôt de la chambre, j'ai rouvert parce que comme il s'était fermé de l'intérieur, j'ai rouvert pour que les policiers puissent rentrer avec l'individu en question. Est-ce que ce que vous connaissez de la chambre et de ce que vous avez vu permet de savoir quand et où l'enfant est mort? Monsieur, ça c'est un avis tout à fait personnel que je vous donne, mais à mon avis, l'enfant n'a pas été tué ici. Qu'est-ce qui vous le fait penser? C'est juste au-dessus du bar, on a entendu du bruit, on a entendu marcher ici. On peut accéder à ces chambres par ici, sans passer par le bar. Et c'est au premier étage, dans cette chambre, que s'est déroulé l'insoutenable pendant 19 jours. L'enfant mort, sans doute depuis le début de l'affaire, et Patrick Henry qui va et vient dans la ville, d'abord témoin, et puis suspect, et puis de nouveau libre. Et ce soir, les soupçons, l'arrestation et l'écroulement atroce de tous les espoirs. Patrick Henry a donc loué une chambre, ici, une semaine avant le rapt. Et puis un jour, il est revenu. Il a suivi ce chemin, avec l'enfant. Quel jour? On ne sait pas encore. Les preuves de la culpabilité sont accablantes. Mais pour les circonstances, on verra. Ce qui est sûr, tout a été préparé, réfléchi. Patrick Henry, à l'insu du logeur, avait même changé le verrou de la chambre. Comment a-t-il pu? Qui est Patrick Henry? Quand il est venu vous louer cette chambre, vous l'avez vu, vous avez parlé avec lui. Oui. Comment est-il? Qui est cet homme? Ben, c'est un monsieur qui m'a paru tout à fait correct. C'est un monsieur de taille moyenne, blond. Je veux dire au point de vue du caractère apparent, du comportement, est-ce qu'il a l'air d'un fou? Pas du tout. Pas du tout. Vous pensez que même après le geste qu'il a commis, cette atrocité, vous pensez qu'il est fou ou non? D'après ce que vous avez vu de lui. Le geste par lui-même, on pourrait le qualifier de folie, mais le monsieur n'est pas fou du tout, à mon avis. Il vous a paru équilibré? Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. À partir de l'âge de 16 ans, il était perturbé. Il y avait des moments où il était très gentil, d'autres moments il était songeur. Mais de là à
pensé à faire ce qu'il a fait, non. Pourquoi Rien ne pouvait laisser prévoir une chose pareille. Rien dans son comportement. Rien. Parce qu'il était doux. Alors, non, tuer un enfant, c'est pas possible. Ça, je réalise pas. Et puis quand on a surmonté le temps du dégoût, vient le temps de la sanction. Alors pour vous donner une idée de l'ambiance à Troyes, un seul mot dans toutes les conversations aujourd'hui, châtiment exemplaire, peine de mort. Et j'ai bien peur qu'il en soit de même un peu partout en France, même si une fois la fièvre tombée, l'opinion reprend un petit peu de sa sérénité. Cette indignation, on l'a retrouvée jusque sur le perron de l'Élysée ce matin, après le Conseil des ministres. Michel Poniatowski a souhaité que la justice passe rude et vite, et l'autre ministre d'État, Jean Le Canoë, a même enchaîné en évoquant le problème de la peine de mort. Surtout pas question de la supprimer, a-t-il dit. Mais il n'a jamais été envisagé de la supprimer. Toutes mes déclarations, au contraire, ont consisté à dire que pour des crimes odieux, pour des criminels que j'appelle calculateurs, qui mettent en balance le profit qu'ils escomptent de leurs crimes et la peine qu'ils encourent, la peine ne devait pas être légère. Et la peine la plus lourde prévue par la loi, c'est la peine de mort. Est-ce que vous envisagez une accélération? Oui. Ah oui, bien entendu. Ça, je demande que les règles que j'ai fixées de filière rapide d'instruction soient, en l'espèce, mises en application. Ce qui se passe en Chine en ce moment est d'une extrême importance, car au-delà de la lutte pour le pouvoir, il y a bien sûr l'équilibre de cette masse imposante qui, à elle seule, peut faire basculer la fragile stabilité que sont imposés les grands, tant bien que mal. Les forces qui tiraillent en ce moment la Chine vont à hu et à dia, et nul ne sait où elle peut aller. Ce qui est sûr, c'est qu'à son sommet, elle est divisée. Le journal du peuple, le quotidien de Moscou, le quotidien de Pékin, pardon, le quotidien du peuple, nous le répète aujourd'hui, les dirigeants qui suivent la voie capitaliste, eh bien, seront épurés. Voilà ce qu'écrit le journal. Alors une fois de plus, vous le voyez, on reparle de droite et de gauche en Chine. Mais ce qui est nouveau, c'est l'extraordinaire publicité faite aux divergences. D'une façon générale, d'ailleurs, ce qui frappe, c'est que ce pays s'en trouve à la critique intérieure et extérieure. Par exemple, personne ne pouvait imaginer, il y a un an, que l'on rapporte en France les images que vous allez voir. Il y a simplement un an, dans une situation semblable, aucune équipe de télévision occidentale n'aurait pu filmer des Pékinois lisant des journaux muraux, participant même passivement à ce que nous sommes tentés de définir comme une nouvelle révolution culturelle. Cette nouvelle révolution culturelle, ou ce grave conflit idéologique, ou cette nouvelle crise intérieure, peu importe la définition, Mao Tse-tung en a-t-il l'initiative? Si oui, il est en train de faire faire aux dirigeants et au peuple chinois l'ultime répétition générale avant sa disparition. Dans cette gigantesque épreuve de force, deux clans sont en présence. Tout d'abord, Deng Xiaoping, accusé d'engager la Chine dans la voie du capitalisme, remis en question très sérieusement pendant la révolution culturelle, il croit, quant à lui, que les impératifs de la production passent avant ceux de la révolution. Il estime que la démocratie n'est pas respectée et que la croissance économique n'est pas assurée. Deng Xiaoping est avant tout pour l'efficacité et c'est surtout ce que lui reprochent ses adversaires. Une affiche a même été vue à Shanghai le qualifiant de nouveau Khrouchtchev chinois. Et c'est à Shanghai, comme par hasard, que l'on trouve ses plus farouches opposants. À leur tête, Wang Hongwen, promu par Mao Tse-tung aux plus hautes destinées pendant la révolution culturelle. Cet ancien ouvrier d'une quarantaine d'années représente l'aile radicale du parti. Cette dernière lutte contre l'embourgeoisement du parti et des cadres dirigeants, et pour exprimer son point de vue, Wang Hongwen dispose de moyens importants. Son influence s'étend dans les organisations de masse, mais est également bien représentée dans les équipes rédactionnelles du Drapeau Rouge et du Quotidien du Peuple, ce qui est fondamental. Et cela explique que ces journaux aient toujours soutenu les grandes campagnes de ces dernières années. Mao Tse-tung, à travers les jeunes cadres de la révolution culturelle, ne cherche pas à résoudre les contradictions, il les fait éclater. Mais le tout est de savoir si sans Zhou Enlai, il sortira vainqueur de cette nouvelle épreuve de force qu'il est en train d'engager. Si Zhou Enlai était là, cette épreuve de force n'aurait pas eu lieu. C'est précisément sa disparition et la nécessité de son remplacement qu'il a créé, qui a précipité les choses. Est-ce que l'on assiste là à une nouvelle forme de révolution culturelle? J'ai bien dit une nouvelle forme. Oui. Il y a effectivement une coloration qui fait penser à la révolution culturelle et il y a même un contenu qui ressemble aussi à celui de la révolution culturelle. Mais essentiellement, nous sommes en présence surtout d'une lutte pour le pouvoir.
car sur le plan, disons, des lignes politiques et sur le plan même de l'idéologie, au fond, les deux tendances ne sont pas tellement différentes qu'on l'affirme, et que l'affirment surtout les radicaux. Est-ce que la Chine risque de se fermer un peu plus? La Chine risque de se fermer également, mais je pense que tout de même les nécessités objectives de sa construction économique et le fait qu'elle est tout de même devenue en quelques années un grand État avec des responsabilités internationales au niveau des Nations Unies et dans toutes les parties du monde fait que de ce côté-là, elle ne se fermera pas, je veux dire du côté de sa politique étrangère. Monsieur Guillermaz, est-ce qu'il vous semble que la crise actuelle que traverse la Chine est la plus grave crise de son histoire? De son histoire contemporaine, non. De son histoire depuis l'arrivée au pouvoir du parti en 1949, sûrement. LIP, cas social, cas maudit. Encore une fois, la crise à Besançon. Son PDG démissionne. Claude Neuschwander, présenté comme le sauveur il y a 2 ans, abandonne sous la pression des circonstances. Les affaires ne marchaient plus très fort, les ouvriers s'inquiétaient à nouveau et l'entreprise était absorbée par Waterman. Alors a-t-on vraiment donné sa chance à LIP? L'affaire, à peine ressuscitée, donnait l'impression de se refaire une santé. Les premiers signes de la maladie revenus, le gouvernement injectait un peu de sang neuf en lui permettant d'avoir accès à la procédure d'aide aux entreprises en difficulté. Mais aujourd'hui, rien ne va plus et les ouvriers réembauchés ont à nouveau peur pour leur travail. Ainsi prend fin le conflit qui opposait depuis plusieurs mois M. Neuschwander à son conseil d'administration. Que lui reprochait-on? D'abord, une mauvaise gestion, une accumulation de stocks qui a failli mettre l'entreprise en difficulté, même si par la suite il a réussi à obtenir de l'État une aide financière importante. Cette aide qui a d'ailleurs fait crier au favoritisme tous les patrons horlogers du Doubs. Et puis, M. Neuschwander avait aussi cultivé l'image d'un patron de gauche, partisan de la concertation. L'était-il réellement? En tout cas, cette image avait inquiété les uns, irrité les autres. Tout ce qui limite l'autorité de gestion du chef d'entreprise débouche sur un échec, déclarait M. Gingembre, le président des petites et moyennes entreprises. Que vont faire maintenant les syndicats? Leur attitude est claire, attendre et voir. Neuschwander ou pas Neuschwander, ce qui les intéresse d'abord, c'est l'avenir de l'entreprise. Cela, ça ne nous apparaît pas très sérieux. Un patronat qui n'est pas sérieux de nouveau à LIP, et les travailleurs, la CFDT, restent calmes et examine la situation et saura prendre ses responsabilités. La crise de l'horlogerie, très grossièrement, c'est un peu la crise de la chaussure. Des crises des secteurs où le progrès va très vite, où la concurrence étrangère est très âpre et où les reconversions sont souvent trop tardives. C'est ce qui se passe en ce moment à Fougères, naguère capitale de la chaussure avec Romans. Fougères, c'est une petite ville de moins de 30 000 habitants qui ne vit que sur cette industrie. Depuis plusieurs années, la chaussure déclinait et la ville s'assoupissait. Aujourd'hui, c'est un peu la dégringolade maintenant. Cascade de dépôts de bilan, l'usine Réau la semaine dernière, une autre aujourd'hui, une troisième dans les jours à venir, et donc beaucoup d'habitants de la ville sans emploi. 1000 salariés de la chaussure qui se retrouvent d'un seul coup au chômage, cela fait du bruit à Fougères. 3 entreprises en liquidation ou sur le point de l'être. La plus importante, Réau, 650 ouvriers, est occupée par le personnel. La CFDT majoritaire veut conserver son outil de travail. Une quarantaine de personnes travaillent à la prochaine collection. Les autres veillent sur le stock de 20 000 paires de chaussures. Nous savons très bien qu'au niveau de l'industrie de la chaussure, en France et à Fougères, elle est condamnée à terme, que ce soit par les orientations du 7e plan et par les pouvoirs publics, et ainsi que par l'importation italienne importante en France actuellement. Ce que nous voulons, et c'est notre combat au niveau des travailleurs de l'entreprise Réau, mais aussi des travailleurs de Fougères, c'est de faire en sorte bien que Fougères puisse se développer par la création de nouveaux emplois, et au départ, 1000 emplois rapidement. Sur 9000 salariés à Fougères, 3000 sont dans la chaussure. Pendant longtemps, Réau a été l'entreprise de pointe. Intéressement des travailleurs, concertation, bon chiffre d'affaires. Petit à petit, la production va passer de 6000 à 200 paires de chaussures par jour. Pourquoi ? Parce qu'on importe des chaussures chinoises, italiennes ou sud-américaines qui coûtent beaucoup moins cher. Parce que les industriels créent des succursales à l'étranger où la main-d'œuvre est moins chère. Parce que la conjoncture est moins bonne, qu'il faudrait peut-être reconvertir une partie de l'industrie de la chaussure. Les responsabilités sont multiples et sont collectives. Le monde ouvrier et les syndicats, je prends toutes mes responsabilités. Le monde patronal, avec parfois un certain laxisme.
les municipalités qui se sont succédées, les pouvoirs publics, tout le monde peut revendiquer une part de responsabilité dans la situation que nous connaissons actuellement. C'est vrai que la rivalité FO-CFDT n'a pas toujours profité à l'action syndicale. C'est également vrai que les industriels jouent chacun leur carte et que M. Cointat, le maire, pense surtout à l'Europe et à l'énorme marché aux bestiaux de Fougères, sans aucune industrie de transformation entre parenthèses. Et le reste. L'électronique, la petite mécanique et l'habillement ne vont guère mieux. Là aussi, il y a du chômage. La Chambre de commerce fait des appels, elle offre des terrains, des bâtiments, des primes, mais personne ne vient s'installer à Fougères. Nous avons alerté les instances départementales, les instances régionales, les instances nationales. Évidemment, on s'occupe de Fougères, mais je crois que dans la situation actuelle, le dossier de Fougères est devenu, sur le plan national, la priorité des priorités. Mais seulement, on dit ça aussi dans beaucoup de régions, figurez-vous. Je sais qu'il y a d'autres points qui sont en difficulté, mais Fougères me semble actuellement, en France, la ville la plus atteinte par le chômage. Ce qu'il faudrait, c'est 2000 emplois créés tout de suite. Personne n'y croit. Même la lutte des syndicats semble assez résignée. Il y a eu beaucoup trop de promesses. La Bretagne doit être prioritaire. Il faudrait que cela se voie, que ce soit le résultat d'une volonté politique claire. Sinon, ce sera la disparition économique de Fougères. Plus vraiment la dictature, mais pas vraiment la liberté, voilà ce que notre envoyé spécial Jacques Segui nous avait dit à son retour d'Espagne. S'il fallait une preuve des contradictions d'un régime qui se cherche, eh bien la voici, tirée aujourd'hui de l'actualité. Derrière moi, une manifestation. Vous voyez des policiers, mais ce sont eux qui manifestent à Barcelone. Ils sont en grève, de même que les pompiers. On n'avait jamais vu ça en Espagne. Le tout alors que Juan Carlos entreprend son premier voyage officiel en province, en Catalogne, capitale Barcelone précisément. Très bon accueil de la population, nous dit-on. Mais l'Espagne met du temps à réapprendre la liberté. La conquête des libertés syndicales est l'une des plus dures, ces libertés que symbolise Marcelino Camacho, dont un livre sort aujourd'hui à Paris. Aujourd'hui, on peut filmer tout cela à Madrid. C'était impensable il y a 3 mois, mais ce n'est pas toujours très facile. Bon, comme ça. Vous m'entendez bien? Je suis un de ceux qui ont été renvoyés de chez John Deere. Et moi je vous le dis, il faut que la lutte continue. Animaros a que sigáis para adelante y que penséis que de ahora en adelante ni un solo convenio, ni una sola reivindicación de fábrica va a ser de tal fábrica, que será de toda la zona. Saludos, compañeros. Il y a quelques jours, fin janvier, dans la cantine d'un collège religieux, dans la banlieue de Madrid, une réunion d'ouvriers en grève, à visage découvert. Une situation qu'il aurait été impossible de filmer il y a 3 mois. Comme il aurait été dangereux et irresponsable de vous montrer les visages de ceux qui disent aujourd'hui ce qu'ils ont sur le cœur. Le spectacle de la rue à Barcelone, à Madrid, a changé. Ce qui hier était interdit s'est transformé en possible. L'Espagne entre dans le conflit des idées, du verbe et des mots. Et après la dictature, la liberté. Mais aujourd'hui, ce n'est ni l'une ni l'autre. Ce jeune ouvrier dit qu'il est contre la réquisition décidée pour certaines grèves, et ce qu'il désire, ce sont les libertés démocratiques et l'amnistie. Pour celui-ci, l'Espagne ne va pas faire la démocratie comme semblent l'affirmer les dirigeants en place. Ce que nous voulons, ajoute son voisin, c'est plus de pesetas, moins d'heures de travail et une meilleure répartition des bénéfices. En restant unis, nous construirons notre avenir, dit Juan Carlos, pendant que sur d'autres panneaux surgit Fraga Iribarne, premier des ministres espagnols, tendu, selon la formule, vers l'objectif national. Il faut que ça change. Un mot d'ordre lancé par le premier gouvernement de Juan Carlos. La presse n'attendait que cela. Revue politique et revue olé olé. Il en sort au moins une par jour, consent à dire le vendeur de la place des Cibelles. Pendant que le passant reste sur la défensive. Qui sont-ils, se demande-t-il, ces gens qui nous filment sous le nez? Des étrangers, sans doute, qui viennent encore médire sur l'Espagne.
Ainsi ces facteurs en grève, fin janvier, qui portent sur le revers de la veste le M rouge de la militarisation. Ils sont réquisitionnés et pourraient être jugés par un tribunal militaire s'ils refusent de travailler. Ceux-là ne s'attardent pas devant la caméra. Prudence et réserve de la rue, dans laquelle partisans du régime défunt et ceux de l'ouverture surveillent les premiers choix. Choix prudents, confirmés par exemple par le discours-programme du Premier ministre Arias Navarro, le 28 janvier, devant les Cortés. Ce jour-là, le dernier chef du gouvernement Franco et le premier chef du gouvernement Juan Carlos, c'est-à-dire Arias Navarro, a annoncé l'élection de 2 chambres, haute et basse, et rappelé ce que l'Espagne devait à Franco. Dans les cafés voisins, on continuait à miser sur les chances du Real Madrid dans le championnat de football. Preparado minuciosamente y refrendado en 2 ocasiones por el abrumador consenso de la opinión nacional, ha dado una solución institucional a la irrepetible magistratura de Franco. Pour l'opinion publique espagnole, le discours du Premier ministre allait être considéré comme un véritable coup de frein. Malgré les promesses d'élections municipales en novembre 1976, d'élections législatives en juin 1977, c'est-à-dire plus tard. Plus tard, alors que dans les banlieues de Madrid ou de Barcelone, on répond tout de suite. Material escolar y todo tipo de chanchullos inventados por los directores, creemos que las permanencias deberían ser voluntarias y gratuitas. Car le paradoxe et l'incertitude de cette nouvelle Espagne sont bien là. Le changement est évoqué, mais les lois, elles, sont souvent celles du franquisme. Exception faite aujourd'hui pour la loi antiterroriste, qui vient d'être abrogée, supprimant du coup la juridiction summarissimo, expéditive, qui permettait de faire juger par un tribunal militaire tout auteur de délits politiques. En revanche, la loi reste la même pour ce qui est de l'organisation syndicale. Syndicat unique, le verticalisme, avec à sa tête un ministre. Loi de 1940, dont le préambule rappelle que l'unité, la totalité et la hiérarchie sont les 3 branches du syndicalisme. Le droit de grève existe depuis le 22 mai 1975, mais son application reste fragile. Toutefois, il faudra retenir que pour la première fois, les ouvriers des grandes banlieues ont soutenu des grèves de 50 jours, comme ici, à Getafe, dans la banlieue de Madrid, au cours desquelles le syndicat officiel a été dépassé par une base qui protestait contre le blocage des salaires. La plupart d'entre eux ne militent dans aucune organisation. À Getafe, nous avons suivi ces grévistes dans les rues de la ville. Les camionnettes des gardes civiles n'étaient pas loin. Pendant plusieurs heures, un subtil rapport de force s'était établi entre l'ordre et la rue. Si des consignes ont été données, que la police intervienne le moins possible, eh bien, que ce soit dans le centre de Madrid ou ici à Getafe, la police espagnole reste toujours aussi intolérante. Quand il filmera une autre fois les voitures de la police, il ne retrouvera plus sa caméra. On ne peut pas filmer. Votre caméraman doit bien le savoir. Vous pouvez me dire si officiellement nous pouvons ou non filmer. Votre caméraman doit le savoir. Le fil du rasoir. L'Espagne reste donc dans cette position, délicate, désireuse d'être une Européenne comme les autres, sans renoncer à ce que Franco lui a légué. Un pari délicat où la peur du gendarme semble aussi forte que l'espoir. On n'est pas très en avance, alors tout de suite le temps. Aujourd'hui, finalement, il a fait assez beau. Et le mercure, vous l'avez vu, a grimpé de plusieurs degrés dans les thermomètres. 6 à 9 degrés, par exemple, sur la région parisienne. Demain, eh bien, les températures devraient rester agréables, bien que sur le nord-ouest, il fasse encore un petit peu frais. Ailleurs, comme on dit, alternance de nuages et d'éclaircies.
Vous êtes gâtés ce soir, 2 rendez-vous avec l'information. Le premier à 21h30 avec Jean-Marie Cavada et Georges Leroy. C'est notre magazine C'est-à-dire, en direct de Monte-Carlo, en marge du Festival international de télévision. Et avec comme grand témoin, ça s'impose, bien sûr, le prince régnier de Monaco. Et puis deuxième rendez-vous en fin de programme, après 23h, le journal de Gérard Rolls. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve demain. Bonsoir.